La course au play-off bat son plein en National League. Les matchs sont de plus en plus importants et ce soir, on a eu plusieurs rebondissements et on verra tout ça à la fin, qu'est-ce que ça a donné. Mais on va faire le tour avec vous dans ce Puck and Go, les highlights de tous les résultats et tous les faits saillants de cette soirée à 6 matchs de National League en studio avec Geoffrey Vauclair, Jérôme Bonnet et Stéphane Rochette. Messieurs, on va tout de suite commencer par un match très important pour Ambry Piotta qui recevait la visite d'un Fribourg-Gotteron en recherche de victoire. Fribourg, donc, qui s'amenait avec Chris Di Domenico comme top scoreur à la Gottardo Arena. Et c'était le grand retour de Reto Berra qui avait été suspendu, faut-il le rappeler, et avait dû céder sa place lors du dernier match. Eh bien, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans la première période. Si ce n'est que ce coup de coude, et Stéphane, je veux t'entendre un peu là-dessus, c'est dans le feu de l'action, mais Forler qui lève le coude, ça touche au visage de Sandro Schmidt. Il n'y a pas eu de pénalité là-dessus. Est-ce que tu penses que Forler aurait mérité une pénalité? Je crois pas. Comme je vois l'action, le puck vient dans l'arrondi, Forler est coincé contre la bande, il ramène sa canne comme ça parce qu'il est coincé contre la bande et puis dans le mouvement, son coup de lèvre arrive au menton de Sandro Schmidt alors qu'il est en plein mouvement. Regardez, moi je pense que c'est en jouant le puck et puis c'est Sandro Schmidt qui arrive contre son coude. Je crois pas qu'il sait que Sandro Schmidt est là et qu'il veut se faire de la place. C'est pas un reverse check avec le coude. Je sais pas les gars, mon avis c'est ça, mais je ne vais pas m'en mettre dans le feu. Hein? Même à victoire, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une bonne différence de grandeur entre les deux joueurs. Ouais. Forler est un grand gaillard. Je pense que Schmidt est un petit peu plus petit et ça fait souvent la différence. Forler n'est pas connu pour sa finesse non plus. Je ne serais pas surpris qu'il ait un petit peu profité de la situation pour mettre un coup aussi. Mais c'est compliqué à parce que le puck est proche de ses patins, forcément, tu es obligé de ramener ta canne comme ça. Il y a le mouvement arrière. Il lève le coude automatiquement avec la canne qui travaille. Moi, je pense qu'il a bien joué son jeu, mais que c'est possible qu'il en ait profité un petit peu, connaissant le bonhomme. Ah, Jérôme qui laisse planer le doute. Oui, peut-être. C'est difficile. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Sandro Schmidt est revenu au jeu en deuxième période. Donc, plus de peur que de mal pour lui. Mais quand même, les joueurs de Fribourg y ont goûté physiquement dans ce match. Puisqu'en deuxième période, c'est Nathan Marchand à la 30e minute qui va subir une canne haute juste ici. Là, on va le voir. C'est juste ici dans le haut de votre écran. C'est accidentel. On va le revoir un peu mieux sur le ralenti, juste ici. Encore une fois, pas de pénalité. Mais là, ça semble être que la visière, mais il a bel et bien été touché au visage. Pas de pénalité là-dessus. Bon, ça, c'est une pénalité. C'est une croche-haute accidentelle. Si les arbitres le voient, j'ai dû vraiment m'accrocher pour le voir. Ça se déroule rapidement. Si l'arbitre le voit, c'est 2 minutes pour coup de crosse pour cross-haute s'il n'y a pas de blessure ou 2+2 s'il y a blessure. Mais honnêtement, vous avez vu l'arbitre, il est dos à Marchand. Donc c'est difficile, ça se passe tellement vite. Honnêtement. C'était toujours donc 0-0 à mi-chemin en deuxième période entre ces deux formations. Et c'est Ambry Piotta qui va marquer le tout premier but à la 38e minute, donc à la toute fin de la deuxième période. C'est Michael Fora qui va marquer son 5e but de la saison. Et celui-là, Jérôme, il est plutôt facile, entre guillemets, parce que Berra tombe à la suite d'un coup de motet sur son adversaire. Oui, alors effectivement, là, ça complique le mouvement qu'il y a devant lui, complique tout. Bon, Fourer se prend quand même un petit café sur l'entrée de zone, où logiquement il ne devrait pas rentrer aussi facilement. Après, voilà, ça c'est un fait de jeu. On ne voit pas vraiment. C'est un bon but. Moi, c'est un bon but parce que Motet donne un cross-check au joueur d'Ambry qui va devant la cage. Et c'est clairement, le règlement est clair. Si le joueur, à l'attaque, fonce dans le gardien, à la suite, parce qu'il a été poussé, cross-checké ou bousculé par un joueur à la défense de façon évidente, c'est le cas. Le but est bon, parce que la responsabilité de ça appartient à Motet. C'est lui qui a poussé l'adversaire sur son propre gardien. Donc, c'est un bon but, c'est une bonne décision. Là, ce soir, les 3 qu'on a vus, ça n'a pas tourné pour Fribourg. On s'entend, là, c'était un soir où les décisions n'allaient pas dans leur sens. Les 2 premières, limite, discutable, le cross-out, puis les arbitres l'ont raté. On peut comprendre pourquoi, mais celle-là, je pense que c'est une bonne décision. Mais Geoffrey, quand même, c'est un déplacement Ambry. On sait que c'est jamais facile, un déplacement Ambry. Et là, en plus, tu affrontes une équipe, pour Fribourg-Gotteron, tu affrontes une équipe qui joue là, la fin de sa saison. Parce que, oui, ils sont loin de la place en pré-playoff, mais ils gardent quand même un mince espoir.
Ouais, puis surtout, on connaît le caractère de l'équipe d'Ambry quand ils jouent devant leurs fans. Ça, c'est très important. On sait que même quand ils sont mal classés, ils ont envie de prouver qu'ils peuvent gagner des matchs. Il y a une chose à prendre en compte, c'est que Desharnais n'a pas joué ce soir. Donc, Christian Dubé a décidé de modeler un peu ses lignes. Et puis, automatiquement, ce n'est pas le même Fribourg-Gotteron qu'on a en face. Bien sûr, ça n'excuse pas tout. Mais moi, je trouve qu'un Desharnais, avec la saison qu'il fait, est un joueur indispensable à cette équipe de Fribourg. Quand même, Fribourg qui a réussi à créer l'égalité dans ce match en troisième période. Il y a des gros canons du côté de Fribourg-Gotteron. On ne doit jamais les laisser évoluer en avantage numérique. Cette saison, ça va plutôt bien à 5 contre 4. Et Jérôme, cette fois, c'est Julien Sprunger, dès la première minute de la troisième période, qui va marquer son 18e de la saison. Ouais, Julien qui se balade un petit peu, qui prend le temps vraiment d'arriver dans sa position au moment où il y a le tir de la ligne bleue. Il arrive à la dévier. C'est très compliqué pour le gardien de faire quelque chose. Oui, Janne Juvonen là-dessus qui était bien masqué. Steph, on a bien vu les deux joueurs de Fribourg qui se coordonnent en même temps pour voiler la vue du gardien. Alors, techniquement, c'est très, très bien joué. Les gens pensent que les déviations, c'est des coups de chance, mais là, c'est pas un coup de chance. Le tir était pour une déviation, bonne coordination des yeux, des mains. Rabole pas. Techniquement, la déviation, ça s'entraîne. Hein? Donc, c'est un geste vers le bas et pas un geste vers le haut. Donc pas du hasard. Une troisième période, donc, on a joué à égalité entre ces deux formations. Mais Ambry qui avait plus de désir de vaincre dans cette troisième période. Et ça s'est traduit par le 12e de la saison de Brendan McMillan à la 59e minute de jeu. Et Geoffrey, c'est le but de la victoire. Victoire méritée dans les circonstances pour Ambry Piotta. Ben, sur ce goal-là, on voit Tsverger qui se promène un peu dans la défense de Fribourg. Il rentre un petit peu trop facilement. Il y a Dick Christinomenico qui bat check pas vraiment, qui le suit, mais qui le suit sans vraiment le challenger. Et puis derrière, automatiquement, ça donne un décalage. Toute la défense de Fribourg est un petit peu déstabilisée par ça et il arrive à shooter. Puis derrière, il y a McMillan qui arrive à prendre le rebond. C'est très bien joué de la part des joueurs d'Ambry. Mais sur ce coup-là, les Fribourgeois, pas à leur avantage, quoi. Bien, du côté d'Ambry, là, ils ont gagné ce soir. Ça va faire un peu du bien parce que toi, comme moi, tu as des antennes au Tessin qui te disent que pour Duka, ça commence pour Duka et pour Tchereda, donc Duka, directeur sportif, Tchereda, entraîneur, ça commence à être compliqué un peu. Il y a pas mal de voix qui s'élèvent. Président qui fait des sorties médiatiques, calmer les gens, etc. On dit que Duka s'est trompé sur le choix d'étrangers. Tchereda commence à s'user, l'usure du temps. Ça fait 5-6 ans qu'il est là. Il risque d'avoir des changements à la tête pour Ambry Piotta. Donc, l'équipe, visiblement, ne fera pas les playoffs ou les pré-playoffs. Il risque d'avoir des changements. Ouais, je pense on sait tous que Tchereda, on demande énormément à ses joueurs. Ils misent plutôt sur le physique, l'intensité. Puis peut-être, des fois, tu as des joueurs qui veulent peut-être développer plus un jeu technique, un système de jeu peut-être différent. Et puis, il y a des coachs qui ne sont pas prêts à s'ouvrir à ça. Donc, c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'il est là, qu'il a toujours à peu près les mêmes discours. Et on a quand même des joueurs de hockey talentueux, même à Ambry. Donc, il faut les laisser peut-être des fois un peu évoluer. Puis, quand on dit se tromper d'étrangers, mais il faut regarder si les étrangers que tu engages, par rapport à leur jeu, vont dans le système d'Ambry, qui demande énormément d'énergie. Donc, on parle d'un Regin, qui est un gars qui porte plutôt le puck, qui est un gars technique. Est-ce que ça va dans le système d'Ambry ? J'en suis pas vraiment sûr. J'ai l'impression, Tessin, que Duka va mourir, va vivre ou mourir avec Tchereda. Ouais. Il y a eu quelques discussions par intempestives avec le président qui ont tourné un petit peu, où le ton est monté un petit peu. Donc, Tessin, c'est pas tout rose pour l'instant du côté d'Ambry. Jérôme, on va quand même parler un petit peu de Fribourg. Défaite, donc 4e défaite en 5 matchs pour Fribourg-Gotteron. Qu'est-ce que Christian Dubé maintenant doit faire pour essayer de redonner confiance à son équipe avant le début des playoffs? Parce que là, on doit aller chercher des victoires. Écoute, moi je pense qu'il doit avoir la même approche qu'il a eue durant toute la saison. Ça veut dire jouer pour gagner sans s'économiser sur quoi que ce soit, faire jouer les meilleurs joueurs au poste qui leur revient et vraiment reprendre cette grinta qu'ils ont eue durant toute la saison, et que même s'il n'y a pas d'enjeu direct maintenant et qu'ils soient premier ou deuxième, ça ne leur change rien. C'est pas pour la fin de la saison régulière qu'il faut jouer, mais c'est pour les playoffs. On nous dit aussi, des bruits de couloir nous disent que Christian Dubé a haussé le ton à l'entraînement lundi. Il n'est pas du tout content de la performance à Lugano.
On était là, les gars, on s'en souvient, c'était pas glorieux. Hein, c'est un des plus mauvais matchs qu'on les a vu jouer. Et il paraît que Christian Dubé a haussé le ton lundi à l'entraînement pour une des rares fois de la saison. Et tu hausses le ton le lundi, tu vas jouer en bris le lendemain, puis tu reposes des harnais. Et que là, les gars, ils vont dire, c'est sympa, coach, tu nous engueules, mais tu nous enlèves notre premier joueur de centre. C'est sympa. Alors, il va dire, c'est à vous de stepper up puis montrer ce que vous avez dans le ventre. La réponse est toute faite. Et... Étrange, non? Il y a deux réactions possibles de ton équipe. Ouais, soit il step up, il repart de l'avant, ou alors tu leur mets des fois un coup derrière la nuque. Hein. On a vu ça pendant notre carrière, ça peut marcher, mais des fois ça peut te faire plus de mal que de bien. Et je pense que dans des situations comme ça, tu devrais régler ça dans le vestiaire. Parce que là, si c'est sur la glace, tu as des journalistes qui sont là, ça commence d'en parler. Ben, les journalistes en ont parlé. Voilà, on en parle maintenant, donc c'est jamais bon que ça fâche les choux gras avant les playoffs, des choses comme ça. À voir si le ton montera une fois de plus après cette défaite de Fribourg-Gotteron 2-1 contre Ambry. On va écouter une réaction dans le camp perdant. C'est Dave Souter qui était à l'interview. On l'écoute. Dave Souter, c'est une 3e défaite consécutive concédée par Fribourg ce soir. Comment est-ce que vous analysez ces derniers résultats? C'est clair que c'est une période assez difficile pour l'instant. Mais je pense que c'est pas trop mal que ça arrive. Comme ça, on perd souvent à l'extérieur. Et on sait que pour la suite, il va falloir aller gagner les matchs à l'extérieur. Donc je pense que c'est un bon test pour nous. Vous avez encore de grosses affiches qui vous attendent ce week-end avec les deux équipes lémaniques qui sont, elles, à la lutte pour la 6e place. Et là aussi, c'est des bons tests? Ouais, on est vraiment en plein dedans. On sait que ces équipes, elles sont en train de se battre pour un spot. Donc c'est à nous de vraiment augmenter notre niveau et puis de pouvoir batailler autant dur qu'eux. Mais comme j'ai dit, on a encore quelques matchs à l'extérieur. C'est des bons tests pour nous et puis on va pouvoir voir si notre équipe a vraiment une force de caractère. Merci Dave, bonne rentrée. Merci, apparemment. Ouais, on verra si Fribourg aura la force de caractère pour bien finir cette saison et bien commencer les playoffs. On se dirige maintenant à Port-Rentruy, puisqu'Ajoie avait rendez-vous avec Berne dans un affrontement entre les deux formations qui mettaient aux prises Philippe Wüthrich devant la cage face à Tim Wolf du côté du HC Ajoie. Ajoie qui avait remporté 2 de ses 5 derniers matchs. L'effet Vauclair, qui sait? Quoi qu'il en soit, ça a mal commencé pour Julien Vauclair et Ajoie, puisque c'est Dustin Jeffrey, Jérôme, qui va ouvrir la marque. Et là, une erreur à la ligne bleue, une erreur coûteuse. Ouais, disons que c'est un petit peu une offrande. Hein. Il perd son puck. Une fois que Justin Jeffrey part en breakaway, il y a pas mal de chances que ça finisse au fond, et ça a été le cas. 1-0, la marque après 20 minutes de jeu. C'était quand même pas à l'image du match, puisque selon ce qu'on a su là, de notre commentateur sur place, c'était à l'avantage de Berne cette première période. Et Ajoie a même réussi à revenir dans le match au deuxième tiers. C'est en avantage numérique que le Québécois Maxime Fortier a marqué son 11e de la saison. Fortier qui était aligné là, en l'absence de Guillaume Asselin, qui était malade. Et Geoffrey, un but en avantage numérique, 31e minute. Un but qui a semblé faire du bien à Ajoie. Alors, comme on parlait Stéphane avant, on voit la belle déviation qui est faite par Fortier. Donc ça, c'est des choses qui sont travaillées à l'entraînement. Un très bon shoot du poignet de Leduc. Hein. Des fois, il suffit pas d'envoyer une bombe. Il y a un petit poignet bien placé. Je dois dire qu'Ajoie, depuis quelques semaines, marque pas mal de goals en powerplay. Donc ça, c'est peut-être le point positif. Alors après, on savait que là, c'est la fin de saison, allait être compliquée pour cette équipe. Mais il y a quand même un petit peu du mieux, quoi. Et Steph, Ajoie qui réussit quand même à rester dans les matchs longtemps, ce qu'on ne voyait pas nécessairement à la première moitié de la saison, ou même un peu plus. Disons qu'on contient l'adversaire, disons qu'on cumule les défaites honorables. On va dire comme ça. On a gagné 2 matchs parce que le powerplay a marché. On a été opportuniste parce que Wolf a volé 2 matchs aussi. Faut pas parce qu'on a accordé 50 tirs dans 3 matchs de suite, puis on en a gagné 2. Ça ne va pas arriver souvent dans une saison que tu accordes 50 tirs et tu réussis avec la victoire. Il faut que ton gardien vole des matchs, même si on peut me dire que les tirs sont de l'extérieur, etc. Si tu prends 50 tirs, si ton gardien fait du 90, tu accordes quand même 5 buts. Hein? Il faut que tu en fasses à 6 pour gagner. Il fait plus que du 90. Donc c'est ça. Donc ça prend, voilà. Et puis ce soir, c'est 35-14 des tirs au but. Il y avait 11 tirs au but à 2-3 minutes de la fin pour Ajoie. 35-14. Expected goals 4-1 pour les buts escomptés et 4-1 pour Berne. Donc il n'y a pas...
Un match sympa. Les gens diront on n'est pas si loin, mais en même temps, on limite les dégâts. Ça a l'air pas si mal, mais Berne, c'est quand même pas des foot de guerre non plus cette année. C'est pas la meilleure équipe du championnat. Berne, on s'entend, là, c'est pas la plus grosse cylindrée. Ils sont pas 10e pour rien. Donc, on a quand même été assez dominés. Même si ça paraît mieux, on est d'accord? Ah oui, ils ont des belles phases quand même. Je pense que, alors, peut-être que la nouveauté a amené un petit peu d'air frais aussi dans le vestiaire. Les joueurs sont peut-être un peu plus libérés. Il y avait quand même des tensions avec Gary, tout le monde le sait. Donc ça peut leur faire du bien. Ils peuvent jouer un petit peu libérés aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de... Il n'y a plus beaucoup d'attentes les concernant, donc on espère qu'ils se fassent au moins plaisir sur cette glace. Oui. La logique qui a quand même été respectée, messieurs, en troisième période. Berne qui reprend les devants. C'est Cody Goloubef qui marque son tout premier but en National League. Et là, Geoffrey, c'est difficile de lancer la pierre à Tim Wolf cette saison. Mais sur ce but-là, on va profiter. On va pas lui lancer la pierre avec toutes les pocs qu'il reçoit. On va profiter parce que celui-là, ouais, c'est vrai que voilà, on peut dire qu'il est pour lui. Après, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a dit avant, avec la saison qu'il a fait, moi je trouve que c'était le meilleur joueur d'Ajoie cette saison, le plus régulier. Voilà, mais ce qu'il faut à Ajoie, c'est construire pour la saison prochaine qui sera décisive. Hein. Ouais, on a vu les officiels qui sont allés au ralenti pour invalider ce jeu. En fait, le but n'avait pas été appelé, mais on voulait quand même vérifier que ce puck n'avait pas traversé la ligne rouge qui a été confirmée. C'était toujours 2-1 la marque. Et ensuite, c'est Kaspar Dugavins qui va réussir à donner une priorité de 2 buts. Priorité finalement insurmontable pour le HC Ajoie avec son 9e de la saison, Jérôme Bonnet. Encore là, un bon tir en décalage de la part de Dugavins. Un joli geste, là, la fin de shoot, il se décale un petit peu au centre, il la remet premier poteau. Il y a eu beaucoup de tirs sur le côté de la mitaine et les 3 qu'on a vus, en tout cas, étaient des fort jolis tirs. Stéphane, victoire donc de Berne par la marque de 3-1. Victoire importante, surtout en sachant que Berne a la dernière place pour les pré-playoffs. Pour Berne, c'est quasiment réglé. Là. Ils ont une dizaine de points d'avance. Bon, En moyenne, c'est pratiquement impossible même peut-être techniquement impossible pour le classement. Peut-être que c'est déjà joué, mais je pense qu'Ambry a bien compris qu'il ne ferait pas les pré-playoffs et Berne va peut-être probablement terminer 10e. Donc, moi, je pense que pour Berne, c'est mission accomplie. Avec l'équipe qu'ils ont, etc., dans la configuration de Berne cette année, avec les moyens, pas les moyens financiers, mais les moyens sur la glace, je pense que d'avoir atteint les pré-playoffs, c'est vers là qu'on les attendait. Hein. Donc, c'est mission accomplie. Maintenant, on pourrait peut-être créer la surprise dans un match au meilleur des 3. Ils l'ont fait l'an dernier. Mais oui. Ils l'ont fait l'an dernier. Qui sait ce qui va arriver en pré-playoff? Et on me confirme à l'oreille que non, pour l'instant, c'est toujours pas confirmé. Ambry toujours dans la course pour les pré-playoffs. Ça va être serré, mais pour l'instant, ils sont toujours en vie. On va écouter une interview de la part d'un joueur du HC Ajoie. C'est Maxime Fortier, le seul marqueur du côté Ajoulo, qui est au micro. Notre journaliste, on l'écoute. Maxime Fortier, on a vraiment l'impression tout au long du match qu'Ajoie n'a jamais trouvé les solutions contre cet adversaire. Oui, je pense qu'on a pas mal joué. On a fait de bonnes choses. Mais oui, je pense que ça a été difficile de créer des opportunités à l'offensive. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a perdu ce soir. À titre personnel, retrouver la glace, ça faisait quand même 6 semaines qu'on ne vous avait pas vu. J'imagine des sensations appréciées. Oui, non, écoute, on ne veut jamais être laissé de côté. L'équipe jouait super bien, donc c'est dur de changer l'alignement. Mais je suis très content d'avoir joué ce soir, ça fait du bien. Vous n'êtes pas découragé malgré le fait d'être tout le temps mis de côté? Ah non, ça fait partie du match. On est 5 excellents étrangers. Écoute, l'équipe, comme j'ai dit, l'équipe jouait super bien, donc tu ne changes pas un alignement gagnant. Merci bien. Merci. Ciao. Voilà pour les commentaires de Maxime Fortier. Donc, défaite de 3-1 du HC Ajoie contre le CP Berne. On va maintenant se pencher sur notre match, qui était notre match studio entre Zug et Lausanne. Les deux équipes qui s'affrontaient pour la deuxième fois en 2 jours. C'était Luca Boltzhauser qui venait de blanchir Zug la veille, qui était devant la cage face à Leonardo Giannoni qui avait concédé 4 buts à Lausanne lundi. Il ne fallait pas être en retard pour ne pas manquer d'action dans ce match parce que dès les premières secondes,
C'est Carl Klingberg, Stéphane, qui envoie Andrea Glauser contre la bande. Est-ce qu'il y aura suspension, selon toi, ou non, pour ce geste? Si je le regarde, puis je me dis que oui, honnêtement. Glauser se met dans la ligne de patinage de Klingberg de façon intentionnelle pour créer un gap, pour donner de l'espace à son défenseur. Il prend cette glace-là, il apparaît pas devant lui au dernier moment, il prend cette glace-là bien avant que Klingberg arrive, et Klingberg, il est là devant lui, il a l'air de dire, ôte-toi de mon chemin, et il est sur la ligne de but, Glauser. Il le balance assez violemment. Plus je la regarde, ça c'est comme toutes les vidéos, plus vous la regardez, plus vous la trouvez méchante. Et là, ça fait 4 fois que je la vois ce soir, puis à chaque fois je me dis que s'il va être suspendu. Les arbitres ont donné 5 minutes plus sans méconduite, 5 minutes sans méconduite pour le match, ce qui est possible dans le règlement actuel pour un boarding, pour une charge à la bande. Mais moi, je pense qu'elle va être revue, elle mérite une suspension. Plus je la regarde, plus je me dis qu'elle est vraiment pas jolie. Les gars, votre avis? Ça aurait pu mal finir. Ah oui? Quand tu vois ça, la tête la première dans la bande comme ça, il a eu de la chance de réagir, puis de se mettre un petit peu, comme tu dis, en boule ou de côté. Mais on a vu des gens qui ont très mal fini à la suite de coups comme ça. Il n'y a aucune chance de se protéger. Heureusement, il a réussi à faire un roulé-boulé, se pencher la tête. Mais s'il arrive tête première comme ça, la tête en... Non, mais c'est hyper dangereux. Moi, J'attends de voir la décision, moi, ce qu'ils m'ont décidé. Parce que des fois, on est étonné, hein, je veux dire. Ouais, on se posait la question pourquoi Dan Tagnes s'excitait pas, et je pense qu'il était bien heureux de la décision qui a été donnée. Ça risque effectivement d'être revu. Moi, le seul point, et je me fais un petit peu l'avocat du diable quand même, c'est que je suis un petit peu surpris que Glauser ne s'y attende pas un minimum plus, mais ne serait-ce que pour se protéger lui-même. Oui. De toute façon, il aurait dû y avoir au minimum la décision qui a été prise, mais je suis quand même surpris que Glauser n'ait pas eu un petit peu plus de protection envers lui-même. Un peu plus. Présenter un peu les fesses comme ça, juste en se disant, je me mets devant lui, théoriquement, il n'a pas le droit de me frapper, mais c'est comme quand vous êtes sur un passage pour piétons. Théoriquement, la voiture doit s'arrêter, vous avez priorité, mais si tout à coup, les fils se touchent, tu es en train d'écrire un message, puis hop, il continue tout droit, ben c'est toi qui ramasses. Ouais, c'est exactement ce qui est arrivé à Glauser, et là, il s'en tire bien. Pas de dommage. Mais en même temps, peut-être que Klingberg va bien s'en tirer parce que, justement, on donne la responsabilité aux joueurs aussi victimes du coup, et là-dessus, Glauser, c'est vrai qu'il n'est pas sur ses appuis, il est très droit, mais en même temps, c'est pas comme ça que tu... Et tu t'as montré dans tes analyses aussi, Gernat qui prend une mise en échec, la façon de prendre une mise en échec. Là-dessus, Glauser, il n'est pas du tout là. C'est un écran... C'est un bloc de basketball. Même si ça a donné 5 minutes, c'est à ne pas refaire pour Glauser, puis à ne pas refaire pour aucun gamin qui regarde un match. Si vous vous mettez dans la ligne de patinage d'un adversaire pour créer de l'espace pour votre défenseur, c'est ce qu'on appelle des soft picks un peu, hein, des genres de dire, hop, OK, on va lui le gêner un peu, c'est légal, mais attendez-vous que si l'autre décide de vous rentrer dedans, vous allez ramasser. Et préparez-vous à ce choc-là. Et là, Glauser n'était pas prêt, donc pour sa santé personnelle, il a été maladroit. La bonne nouvelle, c'est qu'Andrea Glauser s'est relevé. La mauvaise, c'est qu'il est allé engueuler Klingberg. Il a été puni, donc on jouait à 4 contre 4. Mais quand même, Geoffrey, Lausanne en a profité avec ce magnifique but de Martin Gernat. 13e de la saison, et Andy Mealy qui obtient une passe. Ben, Lausanne a très bien profité de la mauvaise prise de décision d'un défenseur Zugwa qui a voulu forcer. Donc, grâce à ça, les Lausannois se sont trouvés à 2 contre 1. Très belle passe, un shoot rapide qui a un peu surpris Giannoni. Et Gernat qui joue depuis pas mal de temps vraiment mieux, je trouve, qui est sur tous les bons coups, mais que ce soit offensivement et défensivement, je trouve que c'est vraiment la pièce maîtresse de la défense lausannoise. C'est drôle parce que toute la saison, les gens ont critiqué les choix des étrangers de Petr Svoboda. Frolic, on peut discuter, etc., etc. Mais Gernat et Sekac, c'est 2 gars qu'il a engagés pour 3 ans. Ouais. Et Gernat, c'est le meilleur buteur chez les défenseurs dans la Ligue. 13 buts. Et c'est un gars qui est assez solide quand même, qui est utilisé à toutes les sauces, quand même physiquement assez solide dans la fleur de l'âge, hein, dans le sommet. Et Sekac, power forward avec des habiletés offensives. Là, il paraît super bien. Il est dans une super séquence, mais sur l'ensemble de la saison, Sekac, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'engageraient. Hein. À 6 étrangers l'année prochaine, là, je peux vous dire que... Avec la dimension physique, l'espèce de power forward qui est si difficile à trouver. On va se transporter en deuxième période. Zug qui espérait revenir dans le match, qui a poussé. Mais là, Greg Hoffman qui rate toute une chance de marquer un puck bondissant devant une cage vide. Malheureusement pour Zug,
le premier but là, en 3 matchs devra attendre. Ce ne sera pas Greg Hoffman qui le marquera. Et ça a coûté cher, cette chance ratée, puisqu'à la toute fin de la deuxième période, à la 40e minute, on va voir le but de la soirée. Jérôme Bonnet, agenouillé, c'est Jiří Sekac dont on vient de parler, qui déjoue Luka Boltsanza. Là, on voit, on en a déjà discuté, Cadonneau qui rate son tir et qui part sur quelque chose sur la glace. C'est directement contré. En général, les attaquants, ils montent sur leur défenseur pour bloquer le shoot. Et si c'est intercepté par le défenseur, on continue la route parce qu'il y a une grosse chance d'aller tout seul au goal. Là, c'est le cas. Il est en patinage arrière. En se retournant, il tombe. Et en même temps, il passe pour un génie parce qu'il arrive à mettre ce puck dans un trou de souris au-dessus de l'épaule de Giannoni. Un 2-0 donc après 40 minutes de jeu et Lausanne va en rajouter en 3e période. C'est en avantage numérique cette fois que Ronald Kinins va marquer son 7e de la saison, Geoffrey, avec des passes de Paré et encore Andy Mealy. Ouais, des superbes triangulations sur le powerplay de la part des Lausannois, qui ont aussi trouvé un powerplay. Je veux dire, c'était aussi compliqué, un petit peu à l'image de toute cette équipe pour une bonne partie de la saison offensivement. Et le powerplay en faisait partie. C'était quelque chose qui marchait pas très bien. Là, on voit que ça marche bien mieux. Moi, j'ai trouvé ces très belles actions. Et puis, on joue quand même contre un des meilleurs box-play de la Ligue. Zug, je crois même le meilleur, si je n'étais pas... Oui, c'est à 90%. Hier aussi, ils ont bien résisté. Environ 90%. Là, sur une saison complète, 90%, les gars. Moi, j'ai pas vu ça. 87-88 sur une saison, c'est énorme. Du 90%, ça veut dire qu'il fait très bien. Mais ce qui change, c'est l'exécution. Millet et Paré, Millet notamment dernièrement, ont amené beaucoup de qualité dans l'exécution du jeu. On sait que la première ligne de Lausanne marche bien. L'exécution était vraiment au top. Même à genoux, on marque. Et puis même, d'ailleurs, il y a un deuxième bloc avec Paré et Millet Kinins qui exécute très bien. Et on vient de le voir, d'ailleurs, tu parles d'exécution, mais sur le 3e but de Lausanne, la passe sur réception de Paré, le tir sur réception de Kenning, c'est pas des choses qui sont faciles à faire. Si l'exécution n'est pas parfaite, tu ne marques pas ce but-là. Il faut que ça arrive tape to tape au bon moment et le timing soit parfait. Le powerplay, c'est de l'exécution. Et je peux vous dire que je préfère... Quand je vois Millet du côté gauche, du côté gauche sur le wall, là, j'aime 100 fois mieux Millet sur le powerplay que Christophe Berchi. Christophe Berchi n'est pas pour moi un très bon élément de powerplay. Il ne prend pas des bonnes décisions avec la rondelle. Son exécution n'est pas top au niveau de ses choix de passe, ses choix de tir. C'est un gars qui travaille beaucoup dans le volume de jeu. À 5 contre 5, qui rentre avec beaucoup de vitesse. Mais sur des situations arrêtées, Christophe Berchi, pour moi, pas très bon. On aura la chance d'en reparler dans Backcheck, le talk de Christophe Berchi. En attendant, on va écouter une réaction dans le camp lausannois. C'est Joël Genadzi qui était au micro de notre journaliste. On l'écoute. Joël Genadzi, après la victoire 4-0 hier contre Zug, on attendait une revanche des Alémaniques et vous gagnez 3-0. C'est encore une performance avec un grand P majuscule là. Ouais, je pense que c'est une belle performance d'équipe. Baltic qui joue de nouveau très bien. On joue très solide en zone défense et puis on sort vite aussi de la zone défense. Donc on joue bien avec le puck. Et puis on savait que Zug, ils sont quand même fatigués. Ils avaient un programme, je dirais, un peu plus dur que nous cette semaine-là. Mais il faut toujours prendre l'avantage de cette situation. Donc je suis très fier de l'équipe. Là, vous êtes à la lutte pour cette 6e place. Maintenant, c'est vous les favoris pour aller la chercher? Écoute, je ne sais pas les scores des autres matchs, mais nous, ça ne sert à rien de regarder là-bas. On doit juste focuser sur le prochain match et puis après, à la fin, on va voir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup, Joël. Merci, bonne soirée. Une 5e victoire de suite donc pour le LHC. 3-0 cette fois contre Zug. Donc en 2 matchs, 7 buts marqués contre les Zougois, aucun concédé. On va maintenant passer à un match qui était très important pour cette fameuse lutte à la 6e place. C'était Bienne contre Davos. Et les gardiens partants pour ce match, c'était Joran van Pottelberg, le numéro 1 du côté de Bienne face à Sandro Eschliman, qui arborait un tout nouveau casque protecteur assez joli pour le portier de Davos. Et ce sont les Davosiens qui vont marquer le tout premier but. Geoffrey Vauclair, c'est André Sambul qui va marquer son 13e de la saison pour ouvrir la marque contre un HC Bienne en manque de confiance aussi. Une fois n'est pas coutume, on voit que Löw prend une mauvaise décision. C'est rare qu'il en prenne de mauvaises. Il se fait battre dans le coin. Il essaie de conserver le puck, puis il se le fait chipper par un Davosien qui arrive à passer derrière la cage et puis
on est tous en train de, beaucoup trop proche de regarder proche du gardien. On regarde pas les Davosiens qui sont dans notre dos et ça leur permet de marquer juste derrière. Le HC Bienne qui réussit tout de même à créer l'égalité. Jérôme, c'est un tir de Luca Conti qui trouve l'ouverture et bat Sandro Eschliman. On est quand même allé au ralenti pour valider le but, puisqu'il y avait possiblement hors-jeu, mais les officiels sur la patinoire ont jugé qu'il n'y avait pas matière à renverser la décision prise sur la glace qui était de valider ce but. On voit juste ici au ralenti. Mais quand même, là, c'était à la 18e minute. Donc, de retraiter au vestiaire avec une égalité de 1-1, c'était important pour le HC Bienne. Oh bah oui, et surtout connaissant un petit peu la période qu'ils ont où finalement on les attendait vraiment pas dans cette portion du classement. Hein. Ils avaient vraiment bien commencé la saison. Et là, gentiment, ils trébuchent un petit peu sur leur match. Et là, ça a dû leur faire du bien de rentrer avec un score égalité. Je reviens sur cette séquence vidéo pour les hors-jeux. Ça a fait toute une histoire à Bienne, visiblement, ce soir, parce que les arbitres, en fait, sont allés puis ils n'ont pas pu conclure parce que c'est pas assez clair. Donc, les images à disposition n'étaient pas assez claires. Alors, il y a tout un débat là-dessus. Donc, la question est, si les arbitres ne peuvent pas conclure parce que c'est pas assez clair, pourquoi pénaliser l'équipe qui a challengé? Ça, c'est le grand débat. Alors, comme tout le monde sait que les images ne sont pas forcément claires, donc ceux qui regardent la vidéo et qui prennent la décision de challenger voient que les images ne sont pas claires. Donc, en allant challenger, ils prennent un risque. Ils savent que c'est pas clair, ils y vont quand même. Alors, si tu y vas, à tes risques et périls. Tu le sais que c'est pas clair, tu y vas quand même. Si c'est pas clair, puis tu dis, je peux pas trop conclure, mais je pense que, les arbitres vont faire la même chose. Ils vont dire, on pense que, mais on peut pas conclure. Donc, allez-y pas. Donc, c'est une donnée que les images sont pas claires. Alors, prends-la en compte dans ta décision de challenger ou non. C'est ce que je réponds souvent aux gens. Puis surtout, installons des vraies caméras, quoi, sur les Alors, ça, c'est un autre débat. La solution, c'est de mettre des vraies caméras. Et ça, je suis 100% d'accord qu'on pourrait faire 100 fois mieux au niveau de la qualité des images et ça ne coûterait pas si cher que ça. La volonté n'est pas là parce qu'on se dit que ça n'arrive pas si souvent que ça. Presque tous les matchs. On est très pro pour les bistrots, puis les VIP, puis tourner la fondue, puis tout ce qui est autour du club. Ça s'est bien amélioré. Par contre, des fois, pour l'essentiel, ça reste encore un petit peu amateur, cette ligue-là. On est d'accord? Espérons que le message de Stéphane sera entendu et qu'enfin, on aura des bonnes caméras sur les lignes bleues. On se dirige en deuxième période. On avait discuté ensemble, messieurs, pendant qu'on regardait le match, qu'on trouvait Tony Rayala plutôt discret ces derniers temps. Eh bien, il est sorti de sa coquille, a réussi à faire dévier sa passe, Geoffrey, pour son 20e but de la saison à la 33e minute de jeu. Ouais, une superbe passe de Salinen sur Rayala qui sent bien le coup, qui passe dans le dos du défenseur davosien qui se fait un peu avoir là-dessus. C'est vrai que Rayala, ça faisait quelques matchs qu'on entendait un peu moins parler. Je pense que Bienne a besoin de lui justement pour passer l'épaule, pour finir dans les 6. C'est important qu'il soit là. Et but très important pour le HC Davos. C'est en troisième période. Un peu de confusion là, pour le HC Bienne. Et c'est Dennis Rasmussen, Jérôme, qui va en profiter pour créer l'égalité. Égalité importante considérant l'enjeu de ce match. Ouais, écoute, on dit en général qu'on rate le 100% des shoots qu'on prend pas. Là, c'est un bon exemple. Hein. Je pense qu'il voulait vraiment remettre juste le puck au centre, mettre peut-être un rebond ou quelque chose qui arrive. Et finalement, ça rentre tout de suite. Donc, il devait être plutôt heureux. Et ensuite, on va prendre la direction de la prolongation parce que oui, il y a eu prolongation entre ces deux équipes qui mettaient au moins un point en banque. Donc, on était sûr de ne pas changer la moyenne de points par match. Et c'est Stransky qui va réussir à faire dévier cette passe de Dominique Egli pour le 3-2. Stéphane, victoire importante du HC Davos qui n'a jamais abandonné dans ce match. Oui, victoire importante à l'arraché. On est revenu en fin de match. Les choses se compliquent encore une fois pour Bienne, là, qui connaît une période difficile en termes de résultats. Pas fait un mauvais match ce soir, mais ça n'a pas suffi. Davos n'a pas fait un mauvais match non plus. Donc, les choses se corsent drôlement et ça va, pour nous, c'est tant mieux parce que ça va être intéressant jusqu'au bout, les gars. Hein? On est d'accord? Mais pour les équipes impliquées dans la course, c'est un petit peu moins drôle. La trajectoire de Bienne est plutôt négative et celle de Genève et de Lausanne est plutôt positive. Davos se refait une petite santé ce soir, sans être extraordinaire. Donc, c'est bon pour le spectacle, on va dire comme ça. Il y aura des déçus, hein?
Ouh là là. Ah oui. Ça va jouer à pas grand-chose. Oh, oui. Ça va être dur pour les équipes. Et qui moi, seront pas qualifiées. j'espère que ce ne sera pas en cause de ces matchs non joués. Davos ne jouera pas un match à Fribourg. Difficile à gagner à Fribourg cette année. 3 équipes qui ont gagné cette année à Fribourg dans toute l'année. Et peut-être c'est un avantage pour eux de ne pas aller jouer ce match-là. Bon, vous allez me dire Fribourg dans l'état actuel, peut-être pas. Et Lausanne ne jouera pas un match contre Langnau. Une proie relativement facile cette année, même si aucun match n'est donné, on s'entend. Donc j'espère qu'on n'aura pas à travers la gorge du côté de Lausanne ou ailleurs, de dire « Ah, mais si on avait joué tous les matchs... » La décision est prise maintenant, on ne peut pas revenir en arrière, mais je trouverais un petit peu dommage qu'on fasse l'hypothèse que si on avait joué ce match-là et on l'avait gagné... J'espère pas qu'on va arriver là parce que ça va être décevant. Mais on n'aura jamais la réponse. Moi, j'ai l'impression que l'équipe qui va terminer 6e va dire que c'était une bonne décision, classement point par match. Ouais. L'équipe qui va finir 7e ou 8e va sérieusement pointer cette décision du doigt. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça la fin de saison en National League. Donc, on va y aller maintenant avec l'interview dans le camp des perdants. C'est Julien Colère qui était au micro de notre journaliste. On l'écoute. Julien Colère, un match serré entre Davos et Bienne. Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous? Je pense qu'on devait tenir 60 minutes. À part le premier tiers, on a montré du bon hockey dans le deuxième et le troisième tiers. Malheureusement, on n'a pas bien contrôlé leur canne. C'est le deuxième et le troisième but, c'est des tip-in, des déviations, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit améliorer. Sur un point de vue personnel, 2 mois sans jouer, comment vous êtes senti dans cette rencontre? Oui, c'est plutôt bien allé. J'essaie de garder le jeu simple. C'est clair que le rythme des matchs, c'est pas la même chose qu'aux entraînements. Il faut s'habituer. Je pense que les premiers shifts ont été importants, mais ensuite, c'est bien allé. Merci bien. Julien Colère, donc, qui effectuait son retour au jeu. Donc, victoire de 3-2 en prolongation du HC Davos sur le HC Bienne. Dernier match roman de la soirée, c'était Genève Servette face au HC Lugano. Et il y avait une cérémonie du côté de la patinoire d'Evernay pour célébrer les 20 ans de la montée en Liga. Et Chris McSorley, l'entraîneur de Lugano, arborait fièrement le maillot de Genève Servette. Lui qui était l'entraîneur du club à l'époque. Il a repris sa place derrière le banc des siens pour voir Genève Servette prendre l'avance dans ce match. C'était en avantage numérique, Geoffrey Vauclair, un tir des ligues majeures de Sami Vatanen. Il est venu pour ça. Et là, il vient de le démontrer. Là, il est dans son bureau. Hein. C'est sa position préférée sur la glace. En plus, quand il peut bien lever sa canne en l'air comme il le fait là, il a un shoot destructeur. Il faut relever avant le bon travail des attaquants genevois qui ont travaillé dans les bandes pour sortir le puck, passer derrière la cage, puis faire une très belle passe à Vatanen. Mais je dirais que si on pouvait demander où c'est si vous pouvez choisir où c'est qu'il voudrait être sur la glace pour shooter, je pense qu'il te mettrait juste un cercle là où il était pour marquer ce goal, quoi. Et Genève qui a été chanceux tout de même, opportuniste grâce à cet avantage numérique, puisqu'après une période, les tirs au but, c'était 23-5 en faveur de Lugano, qui avait pleinement dominé ce premier engagement. On va se diriger en deuxième période. C'est Valtteri Filppula qui va doubler l'avance de Genève Servette avec son 17e de la saison. À noter que Joël Vermin obtient sa 2e passe du match sur cette réussite finlandaise à la 28e minute, donc à la mi-match. Jérôme, avance de 2-0. Écoute, avance de 2-0, assez surprenant, là, le défenseur de Lugano qui se fait prendre. Je pense que Filppula fait semblant de vouloir reprendre la glace du centre. Au dernier moment, il repart à l'extérieur. La passe lui arrive exactement où il faut et le défenseur est complètement battu. L'avance qui a tout de même été réduite de moitié en avantage numérique. C'est le HC Lugano qui va marquer son tout premier du match. On voit ici le jeu de passe. Tout le monde a l'air un peu mêlé. C'est un avantage numérique 5 contre 3 et c'est finalement Stéphane Santeri à la Talo qui va marquer son 5e de la saison. Oui, on a bourdonné vraiment. Le puck a circulé merveilleusement bien à travers le triangle défensif. Là. Du côté de Lugano, l'exécution était splendide. On a fini par marquer avec raison, avec le mérite. Genève, donc, qui menait 2-1 après 40 minutes de jeu. On va maintenant se diriger en 3e période, puisque c'est Marc-Antoine Pouliot qui va marquer son 9e de la saison. Il a tout le temps pour s'amener dans l'enclave. Et Geoffrey réussit un magnifique tir pour redonner une avance de 2 buts à Genève Servette.
Beau travail de Marc-Antoine qui arrive à sortir, comme on l'a vu sur le premier goal, de la bande avec le puck. Il y a beaucoup trop d'espace, à mon avis, entre les joueurs de Lugano qui protègent mal le centre de la glace et puis ça lui permet d'envoyer un très très bon shoot. Donc chapeau à lui. Et à la toute fin du match, le HC Lugano qui évoluait en infériorité numérique, on a enlevé le gardien de but. On a joué à 5 contre 5 et ça a payé. C'est Luca Fazzini, Jérôme, qui réussit à réduire l'écart avec quelques secondes à peine à faire au match. Ouais, la passe est très belle depuis derrière la cage, là, tout en douceur, où ça lui retombe exactement où il faut. Et il arrive encore à monter ce puck dans le haut du filet. Assez compliqué pour le gardien. 3-2 la marque donc pour Genève Servette après 60 minutes de jeu. Stéphane, Genève vient encore une fois de prouver que même si on ne domine pas pendant 60 minutes, on trouve quand même le moyen de gagner. C'est le résultat qui compte. Là. On ne va pas chipoter avec la manière, puis on aurait dû, on aurait pu, puis ça aurait pu être plus beau. On s'en fout un peu. On a les 3 points, et puis c'est ce qui compte, là, parce qu'on est encore en course. Même Genève est un petit peu en retrait, là, juste derrière Lausanne. Mais il y a des matchs Genève-Lausanne ce week-end, les garçons. Oui, il y a un affrontement direct et mine de rien, oui, Genève est encore un peu en retard, mais reste que Genève et Lausanne font plus de points ce soir que Davos et Bienne. Ça, c'est le point positif pour les deux équipes. On va écouter une réaction dans le camp des vainqueurs. C'est Gauthier Desclous qui était au micro de notre journaliste. Gauthier Desclous, une grosse victoire ce soir contre Lugano, notamment en vue de cette 6e place qualificative pour les playoffs. Ouais, je crois que là, on essaie juste de gagner des matchs un à la fois. C'est clair qu'on garde l'œil sur le classement de près, mais ce soir, c'était 3 points obligatoires. Maintenant, on célèbre très courtement et on passe très vite la page pour se concentrer pour le match contre Ajoie qui nous a porté problème depuis le début de la saison. Si on reprend le match de ce soir contre Lugano, un premier tiers, vous avez été bombardé, vous avez eu beaucoup de travail. Ensuite, un deuxième tiers beaucoup plus calme. Comment, comme gardien, on gère ce changement de rythme? C'était quand même assez compliqué, je dois avouer. Quand ça casse le rythme comme ça, il faut s'y habituer, il faut garder la tête fraîche, se relancer, pas trop écouter ses pensées, mais dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé. Félicitations, bonne soirée. Merci beaucoup. Gauthier Desclous, donc gardien, voilà, je vais y arriver, gardien vainqueur de ce match entre Genève, Servette et Lugano. Victoire donc de 3-2 des Genevois qui auront rendez-vous avec Ajoie pour le prochain match. Belle façon donc de célébrer les 20 ans en Liga pour les Aigles. On va maintenant se diriger dans le dernier match qui était à l'affiche ce soir. C'était un duel du lac de Zurich entre les Zurichois contre Rapperswil. Les deux gardiens partants étaient Noël Bader du côté des Lakers face à Jakub Kovar du côté de Zurich. Donc, à défaut d'avoir Jan Kovar dans l'alignement de Zug, on avait quand même un Kovar sur les patinoires de National League et ça a été le Denis Malgin Show, coup du chapeau, Geoffrey. Et quel tir pour cette ouverture du score. Quel coup de patin déjà pour commencer. Quel coup de patin, protection du puck. Et puis juste derrière, devant le gardien, regardez, il met vraiment le puck où il veut, sous la latte. C'est vraiment magnifique ce qu'il vient de faire. Bon, c'est un des joueurs les plus spectaculaires du championnat, je trouve, quand il est dans de bonnes dispositions. Très beau goal de sa part. Ouais, il a marqué le 1-0. Par la suite, le 3-0, c'était en deuxième période. Entre-temps, il y avait Reto Sheppy qui avait marqué le 2-0. 20e but donc pour Denis Malgin avec ce deuxième du match, Jérôme. Malgin 20 buts, c'est presque une évidence. Quel joueur pour le championnat. Mais oui, quel joueur. Là, ils se retrouvent, ils sont en infériorité numérique. Il y a une passe qui ne devrait pas arriver en sortie de zone. Je crois que c'est Pedretti qui l'intercepte, qui va directement affronter le gardien. Un rebond qui arrive. Denis Malgin, fin renard, est à la bonne position pour reprendre le rebond. Et Stéphane, il a complété son coup du chapeau avec cette interception au centre. On s'amène à 2 contre 1. Et il complète le jeu de Marco Pedretti. On va revoir d'un autre angle ici. 21e but donc de la saison. Ça portait la marque à 4-0. Victoire zurichoise de 5-0. Sans appel, cette victoire des Zurichois. Deux équipes qui étaient très, très près au classement. Qui se bataillent pour la 3e position ce soir-là. Il n'y avait pas photo. Rapperswil a commis des erreurs, je dirais pas impardonnables, mais des erreurs qui lui ont coûté cher face à Zurich, qui était opportuniste. Et c'est clair que si vous donnez ces occasions-là à Denis Malgin, il risque de vous faire mal.
Et c'est une victoire importante aussi pour Zurich qui tente de s'assurer une place directe en play-off. Ça augure bien, du moins, pour les Lions. C'est Dominique Diem qui a marqué le 5-0. Victoire, donc, par blanchissage de Jakub Kovar sur Rapperswil. On va revoir maintenant tous les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 6 matchs à l'affiche. On vient de le voir. Zurich 5-0 sur Rapperswil. Ambry Piotta, victoire de 2-1 à la Gottardo Arena sur Fribourg-Gotteron. Ajoacourt, 3-1, la défaite contre Berne. Davos qui réussit à revenir dans le match malgré un retard pour l'emporter en prolongation 3-2. Genève-Servette qui gagne également 3-2 mais en temps réglementaire sur Lugano. Et Lausanne qui réussit à blanchir Zug sur sa propre patinoire 3-0. On voit le classement. Fribourg et Zug qui sont toujours les deux seules équipes assurées d'une place directe en play-off. Mais ça se resserre bien. Davos, Lausanne et Genève. On voit l'égalité au niveau de la moyenne de points par match entre Davos et Lausanne. Mais pour l'instant, c'est toujours Davos qui a le dessus en 6e position. Et on voit Ambry qui s'accroche à ses dernières chances pour aller chercher la 10e place au CP Berne. Voilà donc pour le classement mis à jour en ce 8 mars 2022. On va prendre une courte pause. On va maintenant changer tout le décor. On se retrouve dans Backcheck, le talk où il sera question d'un LHC transformé depuis la pause olympique. À tout de suite.